Donc ici, on a préparé une petite présentation qui va mélanger de l'opérationnel, du médical, pour vous proposer un tout petit résumé de ce que sont à l'heure actuelle le secours héliporté en Belgique. Donc voilà. Donc voilà, donc très rapidement, le CMH existe maintenant depuis 86 avec une activité héliportée depuis 97. Se situe au sud de la province de Liège essentiellement, couvre en grosse partie le nord de la province de Luxembourg, le sud de la province de Liège et une partie de l'est de la province de Namur. Au-delà de l'intérêt dont on va discuter sur l'intervalle médical libre, il y a aussi un intérêt de ce qu'on appelle le TTH, Time to Hospital, puisque ce sont des endroits, des zones qui sont mal desservies en termes de services de secours, mais aussi mal desservies en termes d'infrastructures hospitalières spécialisées. Donc il existe des hôpitaux, de très bons hôpitaux, mais qui malheureusement n'ont pas toujours le plateau technique spécifique adéquat adapté à toutes les pathologies. L'activité depuis 1997, comme je le disais, c'est une activité héliportée essentiellement, puisque c'est 90% des missions sont réalisées avec le vecteur héliporté. Donc voilà, très rapidement, parce qu'une image parle plus que des mots et que des phrases. Donc voilà la carte essentiellement du sud de notre pays. Les trois provinces couvertes, Liège, Luxembourg et Namur. Donc vous voyez, en bleu, ce sont les hôpitaux qui possèdent des fonctions SMUR. En jaune, des fonctions PIT. Le point blanc, c'est la base de Bras-sur-Lienne qui est au confluent de la province de Liège et de la province de Luxembourg. Les nuances de couleurs vert, orange et rouge sont les accessibilités aux patients. Donc c'est une carte qui a été réalisée à l'époque, il y a déjà quelques années, en collaboration avec le centre sang de Liège, de Arlon et de Namur, en termes de timing entre le moment de l'appel au 112 et l'arrivée sur place du moyen de secours. Moyen de secours médical, on s'entend. Je ne parle pas ici des premiers intervenants que sont les ambulanciers, donc je parle bien du moyen médical. Et donc vous voyez, au centre, c'est anecdotique et c'est pas fait exprès, au centre de la plus grande zone rouge, donc les zones d'accès supérieures à 15 minutes, donc entre le moment de l'appel au 112 et le moment de l'arrivée sur place du moyen médical, ça écoule plus de 15 minutes, Bras-sur-Lienne se trouve au sein de la plus grande zone rouge démographique de Belgique. Les deux cercles d'intervention, vous voyez, le premier cercle c'est 10 minutes, le deuxième cercle c'est 15 minutes, c'est la couverture via le vecteur héliporté de ces deux zones, temps de départ compris. On ne fait pas du secours n'importe comment dans notre pays, puisque c'est régulé par l'instance fédérale, par la santé publique fédérale. Au jour d'aujourd'hui, le SMUR héliporté est en convention via le centre hospitalier universitaire de Liège avec la santé publique fédérale. C'est une convention expérimentale. Il y a 2 vecteurs héliportés en Belgique, un au nord du pays, au départ de la base de Bruges, Saint-Jean-Bruges, et un à Bras-sur-Lienne, au départ, non pas d'un hôpital, mais d'un petit village où il y a une église et 4 prairies et un terrain de foot. Voilà, donc au niveau plus médical, nous sommes garants de la convention ministérielle comme SMUR satellite expérimental du CHU depuis 2003. Chaque année, on doit rendre un rapport au niveau des interventions, un rapport scientifique. Alors c'est vrai que depuis 2003, on commence tout doucement à s'essouffler sur les thèmes abordés, les thèmes à étudier, puisque là, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on rend des rapports, sans avoir beaucoup de retours, malheureusement, de nos instances fédérales. En 2007, il y a eu la mise en place d'un médecin chef de la fonction SMUH. J'ai eu la chance d'être là à ce moment-là. On a une totale neutralité et liberté d'action par rapport aux différents pôles hospitaliers. Donc en fait, il n'y a pas de convention pour amener le patient vers tel ou tel hôpital. La seule chose que je demande à mes médecins, en fait, c'est de les amener là où le patient, pour eux, va être le mieux et le plus rapidement pris en charge, en fonction de la pathologie. Donc on joue la carte de l'hôpital secteur quand la pathologie le permet et quand les points de posée le permettent, puisqu'il y a certains hôpitaux qui malheureusement ne sont pas équipés de points de posée et donc il faut reprendre une ambulance et encore perdre du temps. Mais sinon, il y a vraiment une neutralité d'action, donc il n'y a pas d'accord avec le CHU de Liège pour ramener les patients chez eux. Maintenant, évidemment, comme c'est un plateau technique qui est complet et que c'est souvent l'hôpital le plus proche, on va régulièrement au CHU, en tout cas pour les grosses pathologies. Le but de la fonction médicale sur le CMH que j'assure, c'est l'aspect médico-scientifique du centre, donc c'est-à-dire le rapport annuel SPF.
Des publications scientifiques, il y en a une qui est déjà, dont on parlera un petit peu plus tard, sur ce qu'on appelle l'étude STEMI, donc sur la prise en charge de l'infarctus dans les régions rurales grâce à l'hélicoptère et le gain de temps que ça peut apporter. Des conférences nationales et internationales, on était ici au printemps à Rome au congrès HERMED, qui est le plus gros congrès de médecine fixed wing et rotor au niveau mondial. L'établissement de protocoles médicaux qui sont tirés de la littérature internationale et le respect de ces protocoles. Et nous sommes aussi un centre de formation, donc on a souvent des assistants d'anesthésie, des assistants SMU qui viennent en formation chez nous lorsqu'ils sont en fin de formation. Alors les médecins sont tous des médecins qui ont une spécialisation en médecine d'urgence. On a pas mal d'anesthésistes qui ont refait le TPPSU urgence après. On a évidemment des SMU qui sont chez nous. Le recrutement est aussi ouvert aux autres médecins spécialistes. On a par exemple un cardiologue qui a refait son TPPSU qui est chez nous, etc. Les collaborateurs sont tous indépendants, ont tous au minimum un 3/4 temps hospitalier dans des grosses structures. Tout ça pour garantir la neutralité du service par rapport aux autres structures hospitalières. Donc on a des médecins qui viennent notamment de Charleroi, de Bruxelles, de Louvain, du sud du pays, etc. Ils apportent tous leur savoir-faire respectif et en fait le fait d'avoir un panel aussi large de médecins, c'est très intéressant pour l'établissement des protocoles parce qu'il y a du bon à prendre un petit peu partout, donc ça enrichit un petit peu notre culture médicale. Donc, comme le disait le Dr Moon, c'est une vraie chance de travailler avec des gens qui viennent d'un peu partout. C'est le cas pour les infirmiers aussi, qui sont indépendants complémentaires, donc qui sont porteurs du titre SISU. Ils doivent au moins avoir une expérience d'au moins 5 ans dans un service d'urgence avec sortie SMUR, et continuer à bosser au minimum à mi-temps, voire à 3/4 dans leur service en tant que salariés, et viennent prester 4 à 5 gardes de 24 heures au sein de la SBL. On est 9 infirmiers, on vient d'un peu partout, donc on dit c'est riche. La grosse particularité pour l'infirmier, c'est qu'au-delà du job de l'infirmier, qui est le même que le vôtre, enfin pour les infirmiers qui sont dans la salle, en extra-hospitalier, la particularité, c'est toute la partie aéronautique, puisque l'infirmier est M-Screw Member. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est personnel navigant et qu'il assure, quand le patient n'est pas à bord ou quand le patient est à bord et que les circonstances météorologiques sont défavorables, l'assistance de vol. Je mets vraiment assistance de vol entre guillemets parce qu'on n'est absolument pas copilote. C'est vraiment plutôt la gestion des obstacles, la radio, le GPS. Et vraiment, quand il fait très mauvais, c'est une paire d'yeux supplémentaires à côté du pilote pour être sûr de ne pas rentrer en collision avec quoi que ce soit. Alors évidemment, on a dans ces critères de sélection des demandes assez précises. Alors tout ce qui est formation complémentaire, qui pour moi sont vraiment des très bonnes formations, type ALS, PLS, ETC, PHTLS, etc., sont des plus, évidemment. La médecine de catastrophe également. Et alors on met en place, comme j'imagine dans tous les hôpitaux, des plans de formation pluriannuels en interne avec, on revoit les techniques et on essaye toujours d'améliorer la qualité de prise en charge du patient. Et enfin, l'équipe ne serait pas complète si on ne parlait pas des pilotes, parce que même si l'hélicoptère n'appartient pas à la SBL, les pilotes sont partie prenante de l'équipe d'intervention. Ils sont employés de la firme qui loue l'hélicoptère, la firme qui s'appelle NHV, Noordzee Helikopter Vlaanderen, qui est une firme de Ostende. Et ils sont spécifiquement formés à l'intervention en aide médicale urgente. Et c'est tous des pilotes qui, au moins, ont au minimum 2000 heures de vol. C'est plutôt 4 ou 5000 heures, parce que c'est un boulot très particulier, puisque c'est des déclenchements dans la minute. Ils n'ont pas le temps de préparer leur vol, on ne sait jamais où on va aller se poser. Donc c'est vraiment un job très particulier pour eux. Et alors, ils sont formés au vol de nuit, évidemment, mais on en reparlera après. La machine, très rapidement, je ne suis pas pilote, je ne suis pas mécano, donc juste pour vous donner une idée, donc c'est une machine, c'est un bimoteur, c'est obligatoire pour faire du transport de patients. Comme j'ai dit, 3 personnes à bord. On peut embarquer 2 patients, donc en configuration normale, c'est 1 patient. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, on est dans une région avec un manque de structures spécifiques. Je prendrai l'exemple d'un brûlé. Je me souviens d'une explosion dans un petit village du nord de la province de Luxembourg, 2 patients gravement brûlés. Le CHU ne peut pas prendre 2 patients, on doit aller sur Neder-Overembeek. Voilà, on a pris les 2 patients intubés, ventilés, brûlés à 80% dans l'hélico. Donc ce sont des cas qui sont exceptionnels, mais qui peuvent être faits grâce à la machine, les C145. Les communications, c'est le réseau Tetra, vous connaissez, le réseau Astrid, donc on a une radio embarquée.
La vitesse de déplacement, 130 nœuds, ça fait plus ou moins 250 km/h. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de feu rouge et que c'est en ligne droite. Voilà. Donc, d'un point de vue plus médical, l'hélicoptère, en fait, le C-145, qu'on verra, je suppose, en photo tout à l'heure, pour avoir volé dans pas mal de machines, que ce soit en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, c'est vraiment le gold standard des secours médicaux. C'est vraiment la cabine sanitaire la plus grande qui existe. Alors, si vous le voyez un jour, vous allez trouver ça tout petit, mais pour prendre en charge un patient. Ce qui nous permet, nous, de faire des choses, des gestes techniques en vol. Intuber un patient, intuber un enfant, ça se fait en vol si le patient se dégrade. Et également l'échographie. Alors l'échographie, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on en fait. Ça fait 5 ans que j'ai été me former. On a formé la majeure partie des médecins à faire cette échographie. Alors on a commencé par le PrEP, on est allé se former à Nîmes. Et puis par la suite, chacun a continué sa formation. Donc il y en a qui font un peu plus d'écho-cœur. On peut faire de l'écho gynéco aussi. Et cette échographie, on peut la faire soit avant de partir. Il y a toujours 2, 3, 4, 5 minutes où le patient a les mains dans les poches. Mais là, plutôt que les avoir dans les poches, il les a sur le patient et sur sa sonde, ce qui permet de mieux orienter le patient et de mieux choisir le plateau technique, mais également en vol. Alors, soit en vol parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant et pour avoir plus d'infos, soit pour voir l'évolution de la pathologie, ce qui est très utile aussi. Et dans cette machine, on est vraiment très très bien installé pour faire de l'écho thoraco-abdominal en vol. Possibilité de mettre des voies veineuses, même mettre une voie artérielle en vol, c'est vraiment la grande facilité. Alors il y a évidemment des limitations, si vraiment il y a des vents de 100-120 km/h et que la machine bouge dans tous les sens, ça devient plus difficile, mais par rapport à une ambulance, on sait vraiment travailler dedans, et ça c'est assez important. Alors Olivier parlait des 2 patients. Le coup classique chez nous, vu nos routes, c'est l'accident de moto avec monsieur et madame qui sont tous les 2 mal en point. Et là, ça nous permet de les amener directement sur un gros plateau technique sans perdre de temps et sans perdre de chance l'un par rapport à l'autre. Les différentes missions que nous réalisons, vous allez le voir, l'activité, c'est essentiellement, uniquement même gérée par le 112. On est réquisitionné comme tout SMUR. Pour réaliser des missions primaires, des primo-secondaires, ce qu'on appelle les renforts SMUR, ou alors les transferts interhospitaliers urgents, donc qui ne rentrent que dans le cadre de l'aide médicale urgente, donc où il y a un risque vital, et on insiste là bien dessus, transférer par hélicoptère un patient qui a une petite lame de soudurale, qui est à 15/15 de Glasgow depuis 5 heures, pour aller le mettre dans un lit de surveillance, ça ne se fait pas en hélico, et ça on n'acceptera pas. Les missions primaires, en fait, il faut en faire. C'est vraiment le terrain d'expression du concept HEMS, donc de secours par hélico. C'est vraiment le concept européen. Alors là, c'est 2 phrases qui sont super connues. Alors, on a pris un anglo-saxon et un français pour ne pas faire de jaloux. Adam Scowley qui définit la Golden Hour, que vous connaissez tous, donc je ne vous ferai pas l'injure de vous la répéter. Et Pierre Huguenard qui disait que tout patient qui meurt dans les 10 minutes présente probablement des lésions incompatibles avec sa survie, s'il n'y a pas d'obstruction de l'airway. Par contre, au-delà, le taux de survie augmente avec la rapidité d'intervention et donc avec un intervalle médical libre qui est petit. Donc le but des missions primaires d'utiliser l'hélico, c'est de gagner du temps. On est dans une région où les distances sont grandes, où les routes, mis à part 2 ou 3 grosses autoroutes, sont petites, sinueuses. En hiver, elles sont souvent enneigées ou glissantes. Donc on ne peut pas rouler très très vite, contrairement aux axes routiers qu'on a près des grandes villes. Lorsqu'elles ne sont pas embouteillées, bien sûr. Donc on va gagner du temps sur l'intervalle médical libre, donc l'accès de l'équipe médicale au patient, mais également sur le temps de transfert à l'hôpital, surtout lorsqu'on a besoin de plateaux techniques spécifiques. Dans notre région particulière, on a des hôpitaux, mais tous n'ont pas les plateaux techniques spécifiques tels que la réa pédiatrique, tels que la neurochirurgie, j'y arriverai, telles que la chirurgie thoracique, telles que la coronarographie, quoique là le paysage va probablement changer dans les mois qui viennent. Et donc les distances pour aller vers ces hôpitaux par nos routes sont énormes. Il peut arriver, lorsqu'on fait des prises en charge en SMUR classique parce que l'hélico ne vole pas, qu'on doit faire jusqu'à 1 heure, 1h10 de route pour aller sur le plateau spécifique, parce qu'on sait que si on l'amène sur l'hôpital secteur va être embêté parce qu'il va devoir retransférer le patient. Et également, dans cette région à densité médicale faible, sur la durée d'immobilisation des équipes, le fait d'utiliser l'hélico fait qu'on est plus vite à l'hôpital avec le patient et donc on est plus rapidement disponible.
Comme vous le voyez sur le graphique en dessous, l'activité en 2013, c'est 81% d'activité primaire. Donc c'est vraiment la majorité de nos interventions. Dans les missions primaires, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un hélico, c'est beaucoup plus facile d'orienter au mieux le patient, puisque entre un hôpital périphérique et un plateau technique complet, on va avoir que quelques minutes de différence. Donc ce n'est pas un choix draconien à faire. Et évidemment, on va se rendre vers ce plateau technique, après bien sûr avoir communiqué avec l'hôpital, la communication étant très importante dans notre métier, pour être sûr que le plateau technique est bien disponible. Je te laisse peut-être faire la régulation. Ouais. Donc, vous le savez, tout comme moi, en tout cas pour toutes les personnes qui font de l'extra-hospitalier, la faiblesse de notre système, parfois, malheureusement, c'est la régulation. On est régulé globalement comme un SMUR classique, donc avec les avantages et les inconvénients de cette régulation non médicale. Voilà, c'est en fonction du manuel belge de régulation, il n'y a pas de critères et il n'y a pas de petit item hélicoptère. Hein, donc voilà, s'il y a besoin d'un SMUR et que c'est l'hélicoptère qui est le plus rapide encodé dans le CAD ou dans CITIGIS en fonction de l'endroit où on est, c'est l'hélicoptère qui est envoyé. Petite différence en province de Liège, puisque voilà, au départ c'est la province qui est province mère entre guillemets de l'hélicoptère. On a des critères d'envoi spécifiques qui sont déterminés un peu en fonction des pathologies qui demandent des plateaux techniques spécifiques. On va être plus facilement envoyé pour autant que l'intervalle médical libre soit sensiblement le même, qu'un SMUR roulant sur, par exemple, un polytrauma pédiatrique ou un brûlé, parce qu'ils savent pertinemment bien que c'est des patients qui vont devoir être amenés vers des structures hospitalières qui possèdent le plateau technique spécifique pour le prendre en charge. Donc voilà, donc généralement on s'est envoyé comme un SMUR, sauf dans certaines pathologies, quand il y a un gain de temps significatif ou nécessité d'un vecteur particulier pour un gain de temps. Alors, il faut tordre le cou aux rumeurs. C'est clair qu'un hélicoptère ne démarre pas comme une voiture, on est tous bien d'accord là-dessus, mais il ne faut pas croire non plus que ça met des minutes pour décoller. La moyenne de jours est de 3 minutes 37 secondes, donc entre le moment du déclenchement par la centrale sur le pager ou par téléphone, nous on fonctionne vers un système de pager, et le moment où on appuie sur le statut 2, donc c'est-à-dire au moment où les patins décollent et ne touchent plus le sol, la moyenne sur une année c'est 3 minutes 37 secondes. Et ce n'est pas une moyenne que nous on vous donne comme ça en la sortant d'un chapeau, c'est une moyenne qui a été réalisée via le 112 à la demande de la santé publique fédérale. De nuit, la moyenne est de 4 minutes 47, mais volontairement, nous avons demandé un forfait de 8 minutes, parce que la nuit, vous le verrez plus loin, ce n'est pas la même chose. De jour, on va pouvoir aller se poser un peu n'importe où, un carré de 25 sur 25, avec un axe d'approche dégagé, on sait aller se poser dessus. De nuit, on doit respecter des règles, hein, la loi, il y a un code de l'air, comme il y a un code de la route, et on ne peut pas aller se poser n'importe où, et donc parfois, on n'est pas à proximité du lieu d'intervention. Donc d'emblée, on a demandé un forfait supplémentaire pour l'encodage dans CITIGIS. L'atterrissage de jour, c'est au plus près du patient. J'aurais tendance à dire dans le jardin du patient, parce que c'est souvent comme ça. Ou en tout cas, encore une fois, il faut tordre l'idée qu'on ne peut pas toujours se poser près du patient. C'est vrai que parfois, il arrive, on a eu le cas ce week-end-ci, un accident de moto dans une vallée. Voilà, c'est une vallée encaissée, des arbres de chaque côté, impossible de se poser. On a dû aller se poser à 1 km de là sur un terrain de foot. Mais vous allez le voir, on a aussi réalisé une étude qu'on a présentée l'année passée à Rome, à Hermed, où dans 80% des cas, donc 8 missions sur 10, 8 missions primaires sur 10, on est à moins de 100 mètres du patient. Ce qui finalement n'est pas très loin. Moins de 100 mètres, alors je ne suis pas coureur de sprint et grand athlète, mais moins de 100 mètres en 30 secondes, c'est facile à faire, quoi. Même avec un sac de tortue ninja sur le dos. De nuit, par contre, comme je vous le disais, on est plus limité, et là, en général, on va utiliser des terrains de foot qui quadrillent les zones sur lesquelles on intervient globalement. Et alors là, on a besoin d'un renfort pompier, en général, pour nous conduire vers le lieu d'intervention, sauf si l'intervention se trouve sur le terrain de foot, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi dans les villages où on travaille, dans tous les villages, en Ardennes, il y a un terrain de foot qui est relativement central par rapport au centre du village. Donc en fait, on est quand même, malgré tout de nuit, vous allez voir, dans une certaine proportion assez proche du patient. Alors, vous pouvez dire aussi pourquoi développer le vol de nuit. On peut peut-être en parler un tout petit peu maintenant, même si tu en reparles plus loin. Tout simplement parce qu'on l'a tous vécu, des moments où on partait la nuit,
on ne pouvait pas se poser à proximité, donc on partait en voiture. Et sur des pathologies graves, notamment des pathologies style trauma crânien pédiatrique, on avait des temps de route pour arriver sur le plateau neurochir de 60 minutes, 70 minutes. Et on a tous perdu des patients à cause de ce délai. Alors qu'en hélico, on met 10 à 11 minutes pour faire le même trajet. Donc c'est quelque chose qui a frustré énormément les équipes médicales et infirmières. On a tous des cas qui nous restent bien dans le fond de la mémoire. Et c'est ça qui a été le moteur de dire on va développer des systèmes qu'on va vous expliquer plus loin pour pouvoir voler la nuit, pour essayer de limiter ce genre de choses. Pour la nuit. Oui, donc voilà, pour la nuit, ici, évidemment, le pourcentage diminue. On est quand même à 57%, moins de 100 mètres du patient. Donc, comme je vous dis, l'hélicoptère n'est pas la panacée. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des situations où l'hélicoptère n'est pas adapté. Voilà, ça c'est clair. On ne le sait pas toujours, même en partant. Mais c'est pas non plus, on ne se pose pas toujours à 10 km du patient. Et comme je vous dis, voilà, c'est une étude qui a été réalisée et présentée à Hermed à Rome au mois de mai 2014. Alors les primo-secondaires, donc ce qu'on appelle les renforts SMUR, le but, c'est d'amener des compétences et des mains supplémentaires. Un renfort logistique, dans l'hélico il y a énormément de matériel, que ce soit du matériel de réanimation, des drogues, du matériel de relevage, et également fournir un vecteur qui est rapide, notamment lorsqu'il y a plusieurs victimes. C'est clair qu'on ne va pas amener 3 polytraumas sur le même hôpital, ils n'ont pas la même chance. Donc ça nous permet d'amener peut-être 1 ou 2 polytraumes sur un autre hôpital qui est plus loin, avec une égalité de chance. D'autre part, le vecteur, il est stable. Stable dans quel sens est-ce qu'on utilise ça? Stable sur le plan traumatique. Vous avez vu l'état de nos routes, même s'ils sont en train de les refaire pour le moment au niveau des autoroutes. Chez nous, en Ardennes, un polytraumatisé sur planche, sur les petites routes, vous pouvez y aller sur le Sufinta ou sur la kétamine. Ce que je peux vous dire, ce ne sont que des nids de poules. D'accord ? Donc pour une colonne instable avec troubles neurologiques, c'est quand même beaucoup mieux de partir par les airs que par la route. Stable également sur le plan hémodynamique. Le pilote, si on a un patient qui est très instable sur le plan hémodynamique, c'est un petit peu le phénomène qu'ils ont utilisé aux États-Unis pour leurs ascenseurs dans les gros hôpitaux, on peut voler à 0 G. Donc pas d'accélération, pas de décélération, donc pas de déplacement du volume sanguin dans le corps du patient, pas de risque de désamorçage. Dans une ambulance, même quand on leur demande de rouler doucement, c'est pas toujours facile ni possible. Il y a des gros freinages, il y a des accélérations, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Comme vous le voyez, c'est relativement faible comme pourcentage. Ça s'explique aussi par le fait que bien souvent, les SMUR ramènent d'abord à leur hôpital. On en connaît les raisons, qui sont aussi des raisons économiques et qu'on peut comprendre. Et puis par la suite, on est rappelé pour transférer de manière urgente ce patient en interhospitalier. Ce qui, dans certaines pathologies, moi je le déplore parce que c'est extrêmement dommageable. Je n'ai pas les chiffres ici, mais sur notamment la pathologie de l'infarctus, on remarque que lorsque l'équipe SMUR locale réagit comme ça, il y a plus de 60 minutes qui sont perdues. Ce qui est quand même dommage pour la coro. Donc on est chaque fois dans des temps de fibrinolyse plutôt que dans des temps de KT, quoi. Et ça, pour le patient, c'est quand même un petit peu dommage. Donc les transferts interhospitaliers, c'est le 3e type de mission. Donc transfert urgent à caractère vital vers un plateau technique spécialisé. Bloc opératoire thoracique, bloc opératoire neurochir, réa pédiatrique, etc., etc. Uniquement sur réquisition du 112. Alors chez nous, on l'a d'abord sur la province de Liège, on a vu qu'il y avait des abus, c'est-à-dire qu'on appelait l'hélico bien souvent pour des choses qui n'étaient pas utiles, pour du transfert médicalisé mais secondaire chez des patients qui nécessitaient juste une surveillance. Donc là, on mettait un vecteur qui était quand même relativement important pour les provinces au rouge pendant 1h30, 2 heures, de manière inadaptée. Et donc, au vu de ces abus, en COAMU, on a décidé de faire d'abord une communication tripartite. Donc d'abord, l'hôpital demandeur téléphone à l'hôpital receveur, se mettre d'accord sur l'acceptation du patient. Et puis après, le 112 téléphone chez nous au centre, au CMH, nous met en communication avec le médecin demandeur. Et là, on va discuter un petit peu du patient et de sa pathologie. Et on va voir s'il y a un réel gain de temps, une réelle plus-value pour le patient qui peut expliquer la mise au rouge du vecteur, mais aussi le surcoût éventuel pour le patient. En général, ça se passe bien, 8 fois sur 10. On n'est pas toujours d'accord et on essaye d'en sortir le meilleur consensus. C'est souvent le médecin transporteur qui décide oui ou non de ne pas transporter. Il est clair que si on a un doute pour le patient, même si ça ne nous paraît pas tout à fait justifié, on va quand même faire le transport. On ne va pas jouer avec le pronostic du patient.
Les temps de décollage sont identiques aux missions primaires et les temps d'atterrissage sont diminués vu la proximité de l'hélistrip par rapport à l'hôpital, quoi. Et là, vous voyez que c'est une activité qui prend à peu près 12%. Les plans PIM, d'emblée, dans la province de Liège, on apparaît dans les propositions pour les plans PIM, puisque multivictimes, puisque pathologies parfois spécifiques, notamment le plan baby, que vous connaissez tous. Parfois, on est mis en préalerte. Par exemple, l'explosion de la rue Réopol, c'est moi qui étais de garde, ils nous ont mis en préalerte en nous disant si on a besoin de vous, on vous fera poser sur la place principale de Liège, qui était juste à côté. Puis finalement, on n'a pas eu besoin de nous. Ça a été pareil lors de la fusillade de la place Saint-Lambert, où là, au départ, ils voulaient nous faire poser sur la place. Puis en vol, ils nous ont dit, mais non, on pense qu'il y a des explosifs sur la place, donc allez vous poser à l'hôpital de la Citadelle qui est juste au-dessus, pour finalement ne rien transporter de ça. On a fait une autre, on a couvert en fait les SMUR locaux qui étaient phagocytés par cette catastrophe, et on a pris leur boulot pour l'AMU habituel, quoi. Les spécificités médicales, là, on les a déjà citées, donc c'est l'infarctus du myocarde avec l'étude STEMI, je vais dire 2 mots, le trauma crânien, l'arc à récupérer, le traumatisme médulaire avec répercussions neurologiques, les brûlés plastés, etc., etc. Ça aussi tord le cou à quelque chose où tout le monde se trompe, l'accident de décompression. Le nombre de fois où on entend l'hélicoptère, c'est une contre-indication à l'accident de décompression en plongée. Alors là, c'est pas vrai du tout. Pour travailler en collaboration avec Peter Germont-Pré, qui est le médecin responsable du caisson à Bruxelles, à NOH, et qui en plus est le médecin référent d'Anne pour le Benelux, je peux vous dire que sur un accident de décompression, avec des problèmes neurologiques, des problèmes hémodynamiques, le seul moyen de le traiter efficacement, c'est de recomprimer ce patient le plus vite possible. Si vous êtes dans la province de Liège et que vous devez aller vous faire recomprimer sur NOH, puisque sur Liège, on n'a plus de caisson pour les plongeurs, le delta de pression sera minime, donc la péjoration de la maladie et de la décompression sera non significative. Par contre, le delta temps est énorme. Donc c'est une indication formelle de transport en hélico lorsque vous avez une grosse distance. Alors l'étude STEMI, voilà deux choses qu'on a fait. Donc ça, c'est le premier, c'est la présentation orale qu'on a fait à Hermed. Le deuxième, qui va être publié en papier dans European Journal of Emergency Medicine et qui est déjà sur le site en PAP, donc Published of Print, reprend un petit peu ceci. C'est une étude qui a couru de manière prospective en 2007 et 2012, incluant 342 patients primaires STEMI, infarctus aigu. Ça a représenté 8% de notre activité, ce qui par rapport aux chiffres SMUR est quand même relativement élevé, et étonné d'ailleurs les reviewers du journal. Et en fait, ça s'explique parce qu'on travaille, je pense, en région rurale. En région rurale, les gens, ils n'appellent pas parce qu'ils sont tordus l'orteil, quoi. Quand ils ont une douleur thoracique, c'est une douleur thoracique qui les empêche d'aller dans leur champ, de monter sur leur tracteur. Ils sont cloués à la maison, ils sont transpirants. Et je pense que ça, c'est une partie de l'explication. On va voir, donc je ne vais pas reprendre toute l'étude parce qu'elle est quand même relativement longue, mais peut-être les points principaux. L'intervalle médical libre, la médiane, on est à 11 minutes entre l'appel et l'accès au patient, le contact patient. Alors que par le sol, on est à une médiane de 32 minutes. Les temps sols ont été simulés. Alors évidemment, le reviewer, oui, mais vous avez simulé les temps sols, on a expliqué avec quel système, et surtout, on a fait une corrélation de toutes ces distances avec des temps réels que l'on a réalisés par la route. Et on remarque que cette corrélation est vraiment très efficace en fait. Le temps de transport vers l'hôpital, médian 12 minutes par les airs, 50 minutes par le sol. Le temps de PCI, donc c'est-à-dire le temps entre le moment où on va nous appeler pour aller chercher le patient, y compris la prise en charge du patient, et l'arrivée de ce patient sur le plateau technique, en salle de choro, 52 minutes de médiane par les airs. Par le sol, on a une médiane de 110 minutes. On est dans des temps de fibrinolyse. Alors ça, c'est sur le temps de PCI inférieur à 60 minutes. Donc on a regardé tous les temps inférieurs à 60 minutes. C'est 78,3%, donc c'est plus une médiane, ça. C'est vraiment tous les temps. On a 78,3% de nos patients qui arrivent en déant les 60 minutes sur le plateau de choro. Par le sol, c'est 0,88%. Sur l'étude, ça fait 3 patients. Et les inférieurs à 90 minutes, on a 99,4%
tandis que par le sol, c'est 17,3%. Donc c'est vraiment, vraiment significatif. Et pour ces patients, c'est vraiment un gain de temps et un gain de chance. Donc en résumé, au niveau médical, c'est intéressant pour toutes les pathologies où le gain de temps est vital, quoi. Hors gain de temps, la stabilité du Berchter dont on a déjà parlé. Les limites, Olivier va vous en parler. Oui, donc très rapidement, parce que je pense qu'il reste que 5 minutes à mon avis. Donc comme je disais, il y a un code de l'air comme il y a un code de la route, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. 3 aspects de ce code qui sont particulièrement limitatifs pour l'utilisation d'un vecteur héliporté, c'est les limitations météo, plafond et visibilité. Donc plafond, c'est la distance entre le sol et la base des nuages. Visibilité, c'est la visibilité horizontale. Les vols de nuit, influencés évidemment par le plafond et la visibilité également. Et les poids de posée, essentiellement en cours de nuit. En gros et très rapidement au niveau de la météo, ce qui peut être péjoratif, c'est les grands vents. Alors on s'entend, grand vent c'est plus de 120 km/h, parce que ça peut provoquer surtout le vomissement de l'infirmier ou du médecin et du patient, mais c'est surtout super désagréable et c'est pas stable du tout. Donc c'est pas limitatif pour la machine, c'est surtout limitatif pour les gens qui sont dedans. Le givrage, le brouillard givrant, les pluies verglaçantes, les grosses chutes de neige, tout simplement parce que le givrage va venir modifier les profils des pales et vont rendre l'hélicoptère impilotable et on va aller au tas, on va les cracher. Les limitations météo, comme je disais, visibilité, c'est 1,5 km de jour, 5 km de nuit. Le plafond, on peut partir de jour même avec un plafond limite. Par contre, de nuit, c'est au minimum 1500 pieds de plafond. Bon, je vous ai mis, tu peux passer, voilà, l'hélicoptère. Donc très rapidement pour les vols de nuit. C'est une spécialité du CMH. Si on regarde nos voisins, que ce soit les luxembourgeois, que ce soit les allemands, que ce soit les français, il y a très peu de vols de nuit. Tout simplement parce que c'est un investissement financier important pour peu de patients globalement. Et donc nous, en tant qu'ASBL, on peut se le permettre, puisque la philosophie sera toujours d'essayer de porter secours à un maximum de patients, que pour des sociétés qui ne sont pas des sociétés finalement ASBL, donc à finalité philanthropique, on va dire ça comme ça, ils ne peuvent pas investir autant d'argent dans ce type de mission. Les contrats, je vous ai dit, elles étaient financières, elles sont opérationnelles et elles sont administratives avec le code de l'air de l'EASA, qui est une norme européenne en fait. Les outils qu'on utilise très rapidement, c'est le Night Sun, on va en parler. Le NVG, on voudrait bien, c'est les lunettes de vision nocturne. Malheureusement, il n'y a pas de règles et de lois au niveau de l'aviation civile. Les militaires peuvent l'utiliser et pas les civils. Et le balisage automatique des terrains de foot. Le Night Sun, c'est un gros phare, tout simplement, comme sur le MD 902 de la police fédérale. C'est un gros phare qui permet de faire de la recherche et qui permet d'éclairer le sol et les obstacles visuels. Voilà une photo du gros phare, le voilà. Le terrain de foot, on a équipé plus ou moins 90 terrains de foot sur notre zone d'influence, je vais dire, donc sud de la province de Liège, nord de la province de Luxembourg et 2 ou 3 terrains de foot dans l'est de la province de Namur. Ce sont des terrains qui possèdent un système d'allumage automatique. Donc le terrain prédispose d'une installation électrique lumineuse. On installe un petit système qui permet de l'allumer via un code GSM. Donc quand on part en vol, on est déclenché par le 112. Le 112 dit vous allez à tel endroit. On dit OK, mais ce sera sur le terrain de foot de tel endroit. OK, pas OK, oui, OK, vous pouvez y aller. On fait le numéro, le terrain s'allume, on va se poser sur un terrain éclairé. Bon, ça tu peux passer, ça tu peux passer aussi. Voilà ce que je disais, la procédure, c'est appel du 112, on check la météo. Est-ce que c'est possible ou pas possible de nuit ? Voilà, à tel endroit, on peut se poser sur tel poids de posée. Est-ce que c'est toujours nous qui allons ou c'est un autre moyen ? OK, c'est toujours vous. Et puis, on déclenche le système. Et voilà. Voilà ce qu'on voit. Voilà. Ça se voit parfois au décollage. On voit le terrain où on va. On n'a même plus besoin de GPS. Par nuit claire, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un phare dans la nuit. On a vraiment une bonne balise. Et donc, cette liste de poids de posée est reprise dans les documents à la disposition des centralistes 112. Et donc, au final, c'est toujours une discussion entre le préposé et l'infirmier, le médecin et le pilote pour savoir si on peut y aller ou pas. Voilà, merci pour votre attention.